sommes là encore, entre guillemets, comme pour une seconde saison, une nouvelle saison, mais cette fois-ci pour reprendre l'actualité, la manière dont elle a été marquée pendant la semaine, avec en corollaire une série d'activités où on retrouvait presque à tout moment les Nations Unies, soit à travers la MONUSCO, par ce qui se fait à Kampala, en Ouganda, tous ces pourparlers qui mettent en présence le gouvernement de la République démocratique du Congo face aux rebelles du M23. Il y a également ce qui a été dit au sujet de ce qui est présenté aujourd'hui comme l'axe de la mort, c'est-à-dire ce triangle Pweto, Maneno, Mitwaba dans la province du Katanga. Et ça a également été le cas au sujet de cette nécessité ou de cette exigence du retour des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo, dont le statut pourrait encore être redéfini à la suite des pourparlers qu'il y a eu en Afrique du Sud. Si on revenait sur ce plateau, encore cette fois-ci, on pourra dire que les Nations Unies sont encore ici, sur ce plateau, avec la présence de M. Monubai Madnoje, le porte-parole de la MONUSCO. Il y a également le professeur Banyakou, professeur à l'université de Kinshasa, et Modeste Mboningaba, écrivain essayiste avec lequel nous allons échanger ce soir. Vous parlez de la République démocratique du Congo. Si on devait se ramener par rapport à ce qui se fait à Kampala, en Ouganda, comment prendrez-vous la chose, M. Mounoubaï? En ce qui concerne les Nations Unies, vous savez, nous, au niveau des Nations Unies, on soutient toujours le règlement des conflits par les moyens non violents, par des moyens pacifiques, par le dialogue. Et nous encourageons donc le gouvernement et les autres parties à trouver une solution pacifique pour régler les différends qui les opposent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, nous suivons cela de très près. Nous ne sommes pas partis, mais nous suivons cela de très près en espérant que ça va éviter de continuer à verser le sang des Congolais inutilement. Quand vous dites que vous n'êtes pas parti, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a des risques à ce que ça s'arrête ou quoi? Non, ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons simplement que nous ne sommes pas partis aux négociations qui ont lieu en ce moment à Kampala. Mais quand vous entendez, par exemple, dire qu'il y a une sorte de main noire sur ces pourparlers de Kampala et que ça finit par devenir des pourparlers pour rire, comme on dit à travers les médias. Je crois que cela n'engage que ceux qui le disent. Nous connaissons les acteurs qui sont là, qui sont dans la salle et qui négocient, et c'est ce que nous observons. Par rapport aux différentes avancées, bon, je ne sais même plus dire s'il faut parler d'avancée ou s'il faut parler de stagnation, mais vous, professeur Banyakou, depuis ce qui s'est fait lors de la signature de l'accord cadre, vous avez comme impression que les choses avancent pour trouver une bonne solution, ou bien qu'il faudrait essayer d'y revoir un peu plus parce qu'on y prend quand même encore un peu trop de temps? Oui, je voudrais tout simplement dire que dans la formation, les négociations, ce n'est jamais linéaire. Il y a des moments d'avancée, il y a des moments de recul, il y a des moments d'interrogation et de questionnement. Je crois ici, comme vient de dire celui qui m'a précédé, ce qu'il faut être tout au moins rassuré, c'est que les négociations, ce n'est pas une chose négative. Même en pleine guerre, les gens négocient encore. Ça, c'est de un. Et de deux, que depuis Addis Abeba, l'accord cadre n'a pas exclu cette négociation, tout en insistant sur l'intervention ou l'engagement des Nations Unies pour une force d'imposition. Et je crois que l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, ne s'excluent pas. La force d'imposition, avec la grande faveur qu'on nous a accordée, par nécessité d'ailleurs, une faveur par nécessité que nous a accordée les Nations Unies, nous pouvons dire que les M23 se trouvent aussi dans cette logique où, comme hier, puisque ce n'est pas la première fois que cela arrive lors des négociations de 61 entre le gouvernement et les sécessionnistes, Katanga et Sud-Katanga et Sud-Kassai plutôt, il y a, je me souviens, une résolution qui a été prise. Et les Katanga n'ont pas voulu prendre ça au sérieux, ils croyaient que, écoutez, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais dès qu'on a tué Dagamachok, les Nations Unies étaient obligées de se déployer réellement
avec les troupes éthiopiennes et marocaines qui ont mis fin à la sécession Katanga, je crois, en moins d'un mois. On pourra peut-être y revenir autrement, oui. Mais s'il faut reprendre la chose de cette manière, l'ONU au Congo à travers l'ONU en 1960 et l'ONU, République démocratique du Congo, vers la fin des années 90 et l'ONU au Congo aujourd'hui, Modeste Mbonigaba. Qu'est-ce que ça vous fait tirer comme leçon ou comme appréciation? Oui, en tant que Congolais, je crois que, comme la plupart des Congolais, cela ne peut que nous faire peiner énormément, parce que nous sommes, vous venez de rappeler qu'en 60 déjà, les Nations Unies étaient au chevet du Congo. 53 ans plus tard, les Nations Unies sont de nouveau là. Le Congo est malade depuis 60, au point que maintenant, on s'en accommode. On considère son état comme un état normal. Alors que cela devrait nous interpeller et nous pousser à mettre fin à cette situation qui, comme on dit, n'a que trop duré. Nous devons, comme l'a dit le représentant des Nations Unies, surtout privilégier le dialogue. Parce que, surtout maintenant que on se dit en démocratie, le dialogue est l'une des valeurs permanentes dans une démocratie. Donc, si nous voulons effectivement mettre définitivement fin à cette situation qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a des triangles de la mort, il y a des situations tout à fait inacceptables dans certains coins de la République, pour ne pas dire partout, au point que nous devrions, une fois pour toutes, nous dire « trop c'est trop, arrêtons le massacre, mettons en place des piliers véritables qui permettent à ce Congo de décoller une fois pour toutes. Madame Djibounoubay, vous êtes présenté comme porte-parole de la MONUSCO. Par rapport à l'observation que vous faites au niveau de la MONUSCO et pour parler de Kampala, vous vous dites qu'est-ce qu'il faudrait comme thérapie pour que ça avance un peu plus vite? Non, vous savez, depuis les accords de Lusaka qui ont mis fin à la guerre jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre d'accords ont été signés par les différentes parties au conflit en RDC. Le problème, c'est que ces parties, ou en totalité ou en partie, ne respectent pas ces engagements. Et tant que vous avez des parties à un conflit qui signent des accords, mais qui ne les respectent pas, il n'y aura pas la fin de ces conflits. Il y a de bonnes raisons pour qu'il en soit ainsi, qu'on ne respecte pas ce qu'on a signé. Je ne sais pas. Posez la question aux parties. Dans tous les cas, vous savez, lorsqu'on sort d'un conflit, il faut accepter de perdre un peu et de gagner un peu. Toutes les parties ne peuvent pas tous gagner en même temps. Donc, c'est à ce moment qu'on doit peut-être faire appel au nationalisme, au patriotisme des personnes ou des groupes qui sont engagés, qui ont signé ces accords pour qu'ils voient grand. Qu'est-ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo peut, par exemple, accepter de perdre ou de laisser sur la table des négociations à Kampala? Comme encore une fois, nous, au niveau des Nations Unies, nous ne sommes pas partis dans cette discussion. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est sur la table, nous ne savons pas ce qui est discuté. Donc, il m'est difficile de vous dire ça. Et dans tous les cas, je ne pense pas que c'est mon rôle de discuter ce que le gouvernement doit laisser sur la table ou ce que le gouvernement ne doit pas laisser, ce que le M23 doit laisser ou ne doit pas laisser. Ce sont les deux parties concernées qui doivent décider de cela. Mais une fois que c'est signé... Professeur Bagnakou, je dois quand même rappeler que vous êtes ancien ministre et que vous êtes parmi les membres influents du PPRD, le parti du président de la République. Qu'est-ce que vous pouvez accepter de laisser sur la table pour qu'il y ait avancé? Ou est-ce que vous croyez aussi que le gouvernement doit avoir quelque chose à laisser sur la table des négociations? Non, je dirais ici, malheureusement, le PPRD comme parti politique n'est pas partie prenante ces négociations. C'est partie de la majorité présidentielle. Au niveau de la nation, je pense que beaucoup a été fait.
Beaucoup été fait, puisque la définition de ces conflits, s'il est un conflit politique, on doit aller dans la voie politique. Et cette voie politique, je crois que depuis les accords qui ont eu lieu entre les CNDP et le gouvernement congolais, beaucoup a été fait. Mais c'est peut-être au niveau de la méthode. Au niveau de la méthode. Puisque là, il faut dire avec beaucoup d'honnêteté, les CNDP a négocié comme s'il n'y avait pas une composante militaire qui aujourd'hui devient M23. Hein, c'est-à-dire qu'on a privilégié l'aspect politique, tout simplement de positionnement, ou je crois de certains règlements comme la décentralisation, le revêtement de l'autorité locale, où il y avait des disputes entre certaines communautés. Tout ça a été mis de côté, on a privilégié l'entrée au gouvernement, et comme ça traînait, je pense que les autres se sont montrés comme un peu frustrés, et puis ils reviennent avec des revendications qui dépassent les cadres initiaux. Lesquels en termes de route de, le cadre initial, revendication, c'était l'intégration des unités combattantes. Le cadre initial, c'était les règlements de la question foncière. Foncière, ça, les gens oublient que le grand problème Rutshuru-Masisi, c'est le problème foncier. Et le problème foncier, le problème de l'exploitation illégale. Et je crois qu'à un moment, le président avait même tenté d'interdire l'exploitation. Ben, bon, on ne s'est pas tiré. Donc maintenant, là, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que d'abord, restituer la question des CNDP. Si c'est une M23, pardon, si les débats portent sur ce qui n'a pas été pris en compte, et ce qui n'a pas été pris en compte, c'est cette branche militaire ou politico-militaire qui doit être réintégrée dans la négociation. Mais aussi, pas dans le sens de dire, voilà, nous voulons ne pas sortir des Rutshuru et des Masisi, protéger seulement tous nos effectifs militaires doivent seulement rester à Rutshuru et Masisi et Goma, ce qui remettrait en cause en quelque sorte la notion de l'armée nationale, de l'unité nationale. Donc je crois que moi, je ne m'alarme pas outre mesure. On a connu des cas plus que ça, mais comme l'a dit mon frère à côté, il ne faut pas non plus qu'on prenne tout un demi-siècle pour résoudre des questions qui peuvent être résolues avec des termes et références précis en une semaine, en 2 semaines. Très brièvement, pour répondre à ma question, juste de manière très simple, par un oui ou par un non. De Kampala, il va sortir quelque chose de bon. De Kampala, le fait que ça existe, qu'on est encore sur table, qu'il y a des éléments qui peuvent être négociés, moi je n'exclus pas. Mais maintenant là, nous sommes plus sur la force d'imposition. Mais avant de revenir sur la force d'intervention, avant d'y revenir, quand vous entendez par exemple dire Modeste Mboningaba ou M. Mouloubaï ou encore vous, le professeur Banyakou, qui a une main noire sur les pourparlers de Kampala, vous prenez cela avec quelques réserves, ou bien vous croyez aussi que c'est fini, c'est saboté? Non. Je crois qu'il faut prendre les choses d'abord de bonne foi. De bonne foi, et j'ai compris que même les M23 a pris les gants pour dire que non, ils sont allés en vacances, et ainsi de suite. Le gouvernement congolais a une position plus complexe. C'est-à-dire? Puisque le gouvernement congolais doit résoudre la question d'interlocution. On est en face de quel interlocuteur? Si on est en face d'un interlocuteur militaire ou qui se prévaut comme une branche militaire, vous comprenez que le débat politique devient compliqué. Attendez un peu, Mouloubaï. Est-ce qu'il y a, comme le professeur le fait remarquer, un problème d'interlocuteur? Encore une fois, je ne sais pas, puisque nous ne participons pas aux discussions. Nous savons que les discussions ont lieu actuellement entre le gouvernement et le M23. C'est comme si vous voulez dire qu'ils sont. C'est comme si vous voulez dire qu'ils s'embrouillent, qu'ils y perdurent. C'est pas votre problème. Je n'ai pas dit cela. Je dis que c'est une question qu'il faut poser au gouvernement. Si le gouvernement pense qu'il a en face de lui des interlocuteurs valables ou des interlocuteurs habilités ou pas, ce n'est pas aux Nations Unies, encore mal à MONUSCO, qu'il faut poser cette question. Vous répondrez à cette question? En fait, cela montre que s'il y a des problèmes à Goma ou dans le Nord Kivu, la solution
ce n'est pas nécessairement là-bas. S'il y a des problèmes là-bas, en réalité, c'est une des manifestations, une des expressions de la mauvaise gouvernance globale. Le problème du Congo, c'est un problème de gouvernance. Le problème de la maîtrise de l'espace vital. Vous ne pouvez pas vous comporter en tant que pouvoir, en tant que gouvernement, de la manière dont ce gouvernement s'est comporté jusqu'ici, vis-à-vis justement de ces forces-là qui créent des rébellions, et espérer un jour y mettre fin. Parce que de quoi s'agit-il? Lorsque un mouvement est arrivé, c'était le premier mouvement, c'était en 97, avec l'AFDEL, n'est-ce pas? L'AFDEL est arrivé au pouvoir, mais après cela, il y a eu le RCD. Et le RCD, il y a eu d'autres mouvements qui se sont ajoutés. On a négocié, on a distribué des postes. Les autres se sont dit, tiens, donc ici, si on veut avoir un poste, il suffit de faire un peu de rébellion. Ça a créé un fâcheux précédent. On a vu avec le CNDP, maintenant c'est l'M23, si on conclut avec eux de la même manière qu'on l'a fait avec le CNDP, attendez-vous à ce que demain, dans quelques temps, il y ait encore un autre. Est-ce que c'est pas un peu simpliste? Donc tout cela pour dire ceci. Oui. Tout cela pour dire ceci. Le problème du Congo, c'est un problème de bonne gouvernance globale. Et la bonne gouvernance globale, ça veut dire la bonne gouvernance dans tous les secteurs. Ici, on a tendance à se jeter des fleurs lorsqu'on a réglé peut-être un secteur seulement sur 20 ou 30. On dit par exemple l'équilibre macroéconomique, l'inflation, c'est ce qui est très bien. Ce n'est pas ça, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Aussi longtemps qu'on n'aura pas compris qu'il faut concomitamment être performant dans tous les secteurs pour que la paix règne effectivement partout. Parce que l'absence de paix est due parfois à des injustices inacceptables, est due parfois à un pouvoir qui exerce, disons, son autorité de façon arbitraire. Donc ça crée des ressentiments et des frustrations, et surtout lorsqu'on sait que la meilleure façon de se faire entendre, c'est de créer une rébellion, eh bien la tentation est trop forte. Et on voit comment les rébellions naissent ici, comme des champignons. Et immédiatement après, le gouvernement accourt pour chercher à calmer, à négocier, à partager. Ce n'est pas la bonne approche. Est-ce que les éléments qui se retrouvent repris ou les dispositions qu'il y a dans l'accord cadre qui a été signé à Nairobi entre les chefs d'État de la contrée peuvent donner les pistes qui permettront, par exemple, de résorber tous ces problèmes, comme celui que ressort oui, je pense qu'il y a des pistes, puisque l'accord du 24 février d'Addis Abeba, en fait, il y a deux catégories de groupes là. Il y a d'abord les 11 pays qui ont signé et auxquels l'accord demande, par exemple, de ne pas soutenir des rébellions contre d'autres pays, de respecter l'intégrité territoriale des autres pays, etc., etc. Mais il y a aussi un certain nombre d'actions que l'on attend du gouvernement de la République démocratique du Congo. Lesquelles, par exemple, de manière... La gouvernance, la mise en place d'une armée nationale, la protection des civils, etc., etc. Mais ça, c'est sur le long terme que c'est attendu. Ce n'est pas dans le très court terme, après la signature de cet accord cadre, qu'on va y arriver. Bien entendu, c'est un accord qui a été signé, c'est une feuille de route qui a été décidée, et chacun a ses responsabilités. C'est dans le long terme, bien sûr, mais le long terme commence aujourd'hui. Et dans ce qui est déjà fait, vous n'y trouvez pas motif à vous sentir encouragé? Les Nations Unies, par exemple. Je crois quand même que si. D'abord, si les pays de la région se mettent ensemble et disent d'une seule voix, nous allons dorénavant ne plus nous impliquer dans les affaires intérieures des autres pays. Nous n'allons plus soutenir des rébellions contre les autres pays. Nous allons respecter l'intégrité territoriale des uns et des autres. C'est positif.
Là, je vois par exemple le professeur Bagnacourt reprendre le pacte qui a été signé par ces mêmes pays qui se sont retrouvés à Nairobi. Tout cela, à certains moments, apparaît comme des chiffons de papier que l'on oublie. Et puis, il y a un problème peut-être qu'on n'évoque pas, qui est frôlé. C'est vrai qu'il y a la gouvernance, on ne peut pas nier, hein, et surtout la gouvernance globale, comme on le dit actuellement. La sécurité humaine, ce n'est plus une sécurité au sens où on s'occupe seulement des frontières, mais on s'occupe aussi de l'homme, de ses obligations, de ses besoins de sécurité personnelle, physique, et ses besoins de sécurité sociale. Là, je n'en disconviens pas, je pense que c'est même fondamental. Mais le grand problème qui est actuellement ici, c'est qu'on a signé le 15 décembre 2006, on a signé un pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Et dans ce pacte, au chapitre 2, à l'article 5, on a signé un protocole de non-agression entre les États. Ça a été ratifié presque par tous les États. Mais quand il y a les M23, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème d'interlocution, quand il y a les M23, ce ne doit plus être une histoire de la RDC avec les M23, selon les pactes, ça doit être une histoire de tous les États contre M23 tels qu'ils se définissent comme un mouvement rebelle. Et le mouvement rebelle, c'est clair ici, dans le protocole de non-agression. Je pense que si ça n'a pas été fait, mais Addis Abeba, c'était un rappel important. Un rappel important, et je crois que sans que les Nations Unies se mêlent complètement, c'est-à-dire ils s'attaquent, puisque le Congo aurait pu, à partir de ces pactes, déposer plainte. Nous aurions dû déposer plainte. Je pense que la démarche la plus simple aurait été déposer plainte devant un pacte qui a été signé et ratifié, qui n'est pas respecté. Puisque maintenant, nous négocions avec ces États, alors que c'était vrai, tous les États de la région qui devraient mettre fin à cette rébellion. Qu'est-ce qui peut expliquer, d'après vous, que l'on n'ait pas porté plainte, par exemple? Et vous savez, on ne peut pas faire tout à la fois. Et puis, tout n'est pas conseillé. Je pense qu'à un moment donné, on s'est battu pour qu'il y ait, comme c'était en 98-99, qu'il y ait d'abord la reconnaissance du fait d'agression. Et ici, on s'est battu dans un autre schéma, mais toujours aux Nations Unies, pour dire que les Nations Unies doivent changer le mandat de la MONUSCO. C'était un combat et il ne faut pas penser que c'était très simple. Surtout que c'est nous-mêmes qui avons demandé, quand ça commençait à évoluer un peu plus positivement, qui avons demandé dans les zones un peu pacifiées, l'encombrement de la MONUSCO, de la MONUSCO, qui était un peu comme une deuxième administration extérieure qui s'ingérait. C'est nous-mêmes qui avons demandé, qui avons constaté. Bon, on nous a dit, bon, écoutez, si vous trouvez que c'est cela, on va donner une mission qui s'occupe seulement de la stabilisation, un peu de l'encadrement humain. Voilà, c'est nous-mêmes qui l'avons demandé. Alors, lorsque nous nous disons que ça n'a pas réussi, surtout dans la province du Nord Kivu, et particulièrement dans les deux territoires de Rutshuru et de Masisi, et disons, s'il faut ajouter Goma, il fallait maintenant là recommencer la démarche pour dire nous ne sommes plus au débat simple d'une force qui doit encadrer, accompagner, stabiliser, mais nous devons maintenant, non seulement contre les 23, mais contre toutes les autres forces armées, des groupes armés qui circulent dans cette région. Donc, le fait qu'il faut vous dire, il faut remercier la communauté internationale, particulièrement ceux des amis qui nous ont aidés, c'est le 29 qu'on arrive à avoir cette force d'imposition, alors qu'on sait le 1er avril ce qui devrait arriver. Donc, je pense que c'était quelque chose de quand on dit hasardeux. Force d'imposition, c'est imposition de quoi? Par rapport à qui? Puisqu'il y a le M23 d'un côté, il y a le gouvernement de l'autre, les uns et les autres ont signé. Non, c'est une force d'intervention. Le nom officiel, c'est une force une brigade d'intervention. Ça, c'est le nom officiel de cette... Intervenir en quel cas? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. On a renforcé la MONUSCO avec une brigade supplémentaire avec un mandat spécifique. Ce mandat spécifique est de rechercher, traquer et de neutraliser les groupes armés
et les groupes négatifs. Ça, c'est cette brigade qui va être mise en place et qui a été rajoutée à la MONUSCO. N'oubliez pas qu'il y a, à la fin des années 2010, à la demande du gouvernement, il fallait réduire les forces de la MONUSCO. Donc, il y a eu environ 3000 personnes qui étaient parties. Et comme vous le savez, le mandat de la MONUSCO est renouvelé chaque année. Après une évaluation qui est faite conjointement par les Nations Unies et le gouvernement de la République démocratique du Congo. En ce moment, on décide non seulement de la nécessité du renouvellement, mais aussi du contenu de ce mandat. Donc, la force de la MONUSCO a été réduite d'environ 3000 personnes. Et aujourd'hui, on va ramener, disons, ces 3000, mais maintenant avec un mandat spécifique, puisque ces 3000 vont constituer une brigade d'intervention avec le mandat que je viens de donner. L'un des termes de l'accord cadre signé à Nairobi prévoit, par exemple, que, je n'ai pas les termes avec précision avec moi, mais que l'on aille dans le sens de ce dialogue, de cette cohésion nationale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on y va ou bien que c'est un peu mis en veilleuse? Oui, je crois que c'est ça le lien que beaucoup de Congolais, surtout d'ailleurs du pouvoir, n'arrivent pas à établir. C'est que cette force d'intervention a été effectivement créée, mais en même temps, on a fait comprendre au gouvernement qu'il faut créer un cadre où les Congolais se rencontrent entre eux pour parler de leurs problèmes en vue de déboucher sur une plus forte cohésion nationale et une bonne gouvernance. Cela a été clairement dit. Alors, aujourd'hui que la force est déjà créée, le commandant est là et tout ça, apparemment, les amis du pouvoir croient que maintenant, bon, le dialogue, ce n'est plus d'actualité, ce n'est plus nécessaire. Alors que je continue à voir dans tous les messages, peut-être que les gens ne savent pas lire entre les lignes, qu'on met l'accent sur le volet politique. L'accent est mis sur le volet politique, comme pour rappeler que la force, effectivement, a été créée, mais en réalité, elle est prépositionnée surtout pour montrer à ceux qui veulent, les fauteurs de troubles, que la récréation est bientôt terminée, mais en même temps, pour montrer au pouvoir en place que l'idée, qui a été d'ailleurs lancée par le président lui-même, de créer ce cadre où les gens se rencontrent pour parler du Congo, afin que la cohésion en sorte renforcée, que cette idée-là ne doit pas être abandonnée. Donc aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention des amis qui sont dans le camp où cela doit se faire, parce que l'initiative doit venir de là, de ne pas croire que la création de la force ou la brigade d'intervention, comme on doit l'appeler, que la création de cette brigade ne vient pas, en quelque sorte, mettre un terme à l'idée du dialogue. Bien au contraire. C'est ça que je crois qu'il faut souligner à ce stade. Peut-être que, Mouloubaï, vous pourrez reprendre quelques-uns des termes de cet accord. C'est une très bonne lecture de la résolution 2098. Parce que la résolution 2098 n'est pas une résolution purement militaire, comme on aimerait le faire croire. En même temps qu'on veut ramener une paix durable en République démocratique du Congo, en mettant fin à l'existence de tous ces groupes armés qui n'arrêtent pas d'insécuriser l'Est de la République démocratique du Congo, on encourage aussi un dialogue politique, parce que ce n'est que par le dialogue politique qu'on peut régler le problème. Donc, ce n'est pas exclusif. Quand vous prenez par exemple les différentes forces politiques, armées ou autres qui sont en présence en République démocratique du Congo, vous voyez par exemple, vous les voyez résoudre de quelle manière cette crise? Quand on dit... De quelle manière? Vous parlez de quoi? Des forces politiques? C'est différentes forces, que ce soit politiques, que ce soit militaires, que ce soit armées, les différentes forces en présence. D'abord, les forces militaires. Il n'y a qu'une seule force militaire nationale. Tous les autres sont considérés comme des groupes illégaux. Ils n'ont pas le droit
de porter des armes dans ce pays. Il n'y a que les forces armées nationales. Un peu comme si vous Donc, vouliez ces dire que le groupes doivent gouvernement, disparaître. un peu Pardon? comme si vous vouliez dire qu'à Kampala, le gouvernement traitait avec un groupe illégal. Ce n'est pas à nous de décider avec qui le gouvernement peut traiter ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la liste des groupes armés dont la brigade d'intervention a reçu mandat de neutraliser, il y a le M23. Moi, je voudrais plutôt commencer par les dialogues, puisque, comme je le disais tantôt, là, depuis 60, nous y sommes, et qu'il y a un problème d'interlocution. Les interlocuteurs valables. Ça a commencé déjà à la table ronde, les 60. Et la question revient toujours, l'interlocuteur valable. Maintenant, nous devons tout simplement savoir qu'on ne pourra aller dans ces dialogues que lorsque nous aurons identifié réellement les interlocuteurs. Est-ce que ça n'a pas déjà pris un peu trop de temps? Non. C'est peut-être une implication des interlocuteurs. Non, au niveau de l'opposition, on sait qui est interlocuteur. Mais regardez, chaque fois que le pouvoir, prenons de la première transition, lorsque le pouvoir voulait diluer ou détourner les dialogues, qu'est-ce qu'il faisait? Il créait des partis fictifs. Et ces partis fictifs sont considérés comme des interlocuteurs. Maintenant, dans les cas d'espèce, si vous prenez les termes de référence au niveau de l'armée, on a connu pratiquement 10 ans de forces négatives qui deviennent des révolutionnaires, des libérations, ainsi de suite. Donc nous devons savoir quelles sont les forces réelles qui se battent sur des questions d'État, des questions de société. Et ces questions de société, c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord, le pouvoir doit d'abord sur la ligne déterminer quelles sont les questions d'État, les questions de pouvoir qui se posent dans notre pays pour lesquelles nous devons trouver des réformes au niveau d'État, des réformes au niveau des sociétés. Donc je crois que je ne peux pas dire que le gouvernement a tort, mais je voudrais tout simplement dire qu'il y a un problème où il faut d'abord que ce soit l'initiateur du dialogue qui détermine les questions d'État, les questions de société qui doivent être débattues. C'est une sorte de distraction. Qu'est-ce qui est distraction? Que de continuer à parler M23. Parce que, en quelque sorte, la partie visible de l'iceberg. Le problème du Congo, ce n'est pas le M23. Le problème du Congo, c'est qu'est-ce qui a fait qu'un petit groupe comme le M23 vienne 50 ans après nous perturber? C'est quoi? C'est cela. Vous avez réfléchi? Mais bien sûr, c'est tout simplement ce qu'on n'a pas réussi à mettre sur pied dans ce pays une organisation politique, sociale et institutionnelle correspondant aux menaces et aux défis que le Congo doit relever. Le Congo, vous savez, en 60, Frantz Fanon, vous savez ce qu'il disait. Mais pas plus tard que lors du dialogue, c'est Moustapha Niasse qui a dit aux gens qui étaient à Sun City, il leur a dit, mais apparemment vous n'avez pas encore compris ce que le Congo est, ce que le Congo représente, vous Congolais. Le Congo en Afrique, sa taille est telle que 35 États africains sont directement affectés par ce qui se passe dans ce pays. Et combien de Congolais parmi les décideurs sont conscients de cela? Ça veut dire en d'autres termes que la gouvernance négative ou déficitaire du Congo affecte d'une façon ou d'une autre tous ces pays-là qui sont, de par leur proximité au Congo, de par la taille du Congo par rapport à eux, affectent directement ces pays-là. Alors aussi longtemps qu'on n'aura pas compris cela, qu'on n'aura pas compris que le défi que le Congo a relevé est un défi finalement qui
concerne l'ensemble de l'Afrique noire au moins. Qu'on n'aura pas compris qu'il faut donc, au Congo, montrer la voie à suivre. Au lieu d'être derrière, nous sommes jusqu'ici, je vois ceux qui dirigent dire, voilà, nous avons organisé des élections, c'est vrai, ce n'était pas formidable, mais il y a tel autre pays africain qui n'a pas fait mieux que nous. Mais non, nous, le Congo, nous sommes condamnés à être premiers de la classe. Oui, ça c'est du... C'est ça notre place. Oui. Alors, si longtemps que nous n'aurons pas compris cela, nous serons toujours à côté de la plaque. Oui, mais c'est aussi, par certains côtés, du déjà dit, du déjà entendu. Ce que vous remettez ou vous réassaisonnez en ce moment-ci. Est-ce que, quelle serait alors la thérapie appliquée au Congo pour que le Congo se remette debout? Vous qui êtes quand même Nations Unies, représentant de l'Organisation des Nations Unies, puisque vous regardez le Congo et vous y venez pour tenter de trouver des solutions depuis 1960. Je crois que le rôle des Nations Unies, vous demandez là aux Nations de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Comme en 1960, avec l'ONU, et aujourd'hui, avec la MONUSCO, avec la MONUC d'abord, aujourd'hui avec la MONUSCO, le rôle des Nations Unies, c'est d'aider à créer un environnement où les Congolais peuvent se retrouver pour décider de leur avenir. Le Congo n'est pas un pays sous tutelle. Le Congo encore jouit de toute sa souveraineté et de tous ses droits. Donc c'est aux Congolais de décider de leur avenir. Ce que la communauté internationale, à travers la MONUC, à travers la MONUSCO aujourd'hui, essaye de faire, c'est de créer cet environnement où les Congolais peuvent se retrouver, discuter et décider de ce qu'ils veulent faire de leur pays. Quand la MONUC a été créée en 1999, c'était comme une mission, d'observation. La MONUC était venue pour s'assurer que ceux qui ont signé l'accord de Lusaka puissent respecter leurs paroles. Ça a évolué. La MONUC a ensuite reçu le mandat d'accompagner la transition jusqu'aux élections. Aujourd'hui, c'est ce que la MONUSCO fait, c'est d'aider les Congolais à continuer à avoir un environnement où ils peuvent discuter, à renforcer l'État, à renforcer le système judiciaire, à évoluer dans la voie de la stabilisation et de la reconstruction. Mais ça, c'est aux Congolais de le faire. Ce n'est pas aux Nations Unies, ce n'est pas une entité extérieure. Oui, tout cela est entendu ici, mais ce n'est pas intériorisé. À cause de quoi? Quelque irresponsabilité? Non, je me dis que le dialogue congolais, et comme l'a dit mon frère tout à l'heure, la dynamique des crises congolaises, avec les aspects positifs que peuvent apporter, par exemple, les Nations Unies ou la communauté internationale, il risque une complexité de la gouvernance. Et c'est le seul pays, ça il faut le dire, c'est le seul pays qui n'a pas eu le temps de l'apprentissage même politique. Imaginez-vous, nous devenons indépendants en 60, et aucun pays d'Afrique, peut-être l'Afrique du Sud qui a eu à l'intérieur un soutien, d'où une communauté aussi très avancée, en 60, nous sommes directement abandonnés, et même non seulement abandonnés, mais c'est la métropole, la colonie, la métropole qui nous fait la guerre. Et nous sommes partis comme ça là, des 60 jusqu'à 65 dans ces contextes. Nous arrivons en 65, c'est les grandes multinationales qui nous font la guerre. Et ça, c'est de 65 jusqu'à 70. Des grandes guerres, sécession, en fait, embargo, et ainsi de suite. Et de 70, puisque là, dans les dialogues, nous devons intégrer ça. Ce n'est pas le fait d'être politique, mais aussi de connaître les chiffres et l'histoire de son pays. Connaître les chiffres, comment est-ce que nous sommes partis, avec quel taux PIB nous sommes partis en 60, et comment est-ce que ça a dégringolé, avec quelle cause. Et de 80 jusqu'à 90, de nouveau nous sommes relancés dans des guerres internes d'influence à cause de la guerre froide. Jusqu'à 86. Et en 90, nous entrons dans une autre phase plus critique, c'est-à-dire les voisins
règlent les comptes à un régime qui les a trop embêtés, qui est intervenu, qui a assuré des tutelles et des régences. Et c'est donc ce qui explique la revanche de tous les pays voisins en 70. Dites-moi dans ces laps de temps, quel est le temps, dans ces grands temps par exemple, quel est le temps que le Congo a eu d'abord eu le temps d'avoir la conscience, en dehors de la conscience qui a été pendant la période de préparation de l'indépendance, c'est-à-dire de 57, et d'ailleurs très rapidement, de 57 jusqu'à 60. Donc c'est le seul moment où le Congolais a eu à s'asseoir, à penser comment il peut être indépendant. Mais ce n'est quand même pas une bonne excuse que l'on peut mettre sur la table pour dire que... Non, ce n'est pas une bonne excuse, mais ça, il faut le dire, nous mettons sur la table des problèmes qui ne sont pas nécessairement. Les problèmes, des questions d'État, ce n'est pas une question de poste, c'est une question de gouvernance. C'est ça la question d'État. La question des sociétés, c'est une question de sécurité humaine. La question des sociétés aussi, c'est une question de l'environnement. Ces questions ne figurent nulle part sur le thème de référence que nous posons. Et c'est donc, j'espère que cette fois-ci, lorsque nous parlons, et la gouvernance, ce n'est pas tout simplement ce qui dirige. La gouvernance, c'est aussi les devoirs des citoyens vis-à-vis de l'État. C'est ça aussi la gouvernance. Donc, moi, je crois que cette fois-ci, il faut y mettre un peu d'intelligence et d'expertise pour dire que tous ces ratés ne sont pas l'effet du hasard. Nous ne sommes pas non plus le seul État qui, jusque des grands espaces comme le Brésil, ils ont mis beaucoup de temps, mais à un moment, ils ont compris que lorsqu'on organise les élections au Sénégal, c'est 14 millions. Mais lorsqu'on organise ici, c'est 60, donc 30 millions. Et quand vous ne mettez pas de l'intelligence, autant que le Sénégal a mis, si pas plus, mais vous ne pouvez pas avoir des résultats. Vous escomptez. Je pense que ce sont ces calculs qu'il faut... je ne sous-estime pas, mais il y a quand même une déficience énorme de la gouvernance. Une déficience énorme. Félicien Bolingaba, pour un ajout, un commentaire, une contradiction? Oui, je crois que le problème, comme vient de le dire le professeur Banyakou, c'est un problème de gouvernance et ça ne concerne pas un régime en particulier. Ça, il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas que c'est le régime actuel qui est comptable de cela. Nous venons de le montrer. Ça remonte à 60. Donc, tous les fils de ce pays devraient se mettre ensemble pour dire, écoutez, ça fait 50 ans et plus que nous tâtonnons. Les régimes se sont succédés. Il y a eu des moments de semblant d'accalmie, mais qui n'étaient pas des vraies accalmies. Et aujourd'hui encore, nous sentons qu'il y a des choses qui nous échappent. La gouvernance n'y est pas tout à fait, même s'il y a des avancées dans certains secteurs, tout à fait reconnus par tout le monde. Mais on sent que ce n'est pas suffisant. Et donc, si aujourd'hui nous voulons effectivement que ce pays s'en sorte une fois pour toutes, nous devons accepter l'idée que les fils et filles de ce pays se mettent ensemble, qu'on se mette d'accord sur quel Congo on veut. Ensuite, on va se dire, bon, quel leadership correspond à ce Congo-là? Sans nécessairement viser quelqu'un, mais profil robot, le portrait robot, c'est lequel? Pas au niveau national seulement, jusqu'au niveau local. Une fois qu'on a compris, qu'on a tous intériorisé cela, alors le reste peut suivre. Mais les gens, j'entends les autres disent, oui, mais il y a la crise de légitimité, donc il faut qu'on se partage. Non, c'est une mauvaise approche. Il faut y aller avec l'idée que nous voulons définitivement mettre fin à ce qui s'est passé depuis 50 ans et plus en ce qui concerne la gouvernance. Nous voulons que le reste du monde commence à nous respecter parce que nous ne méritons pas le respect. Jusque-là, peut-être. Jusque-là. On nous respecte protocolairement quand on rencontre les gens et tout ça, on nous jette parfois des fleurs et nous on croit que c'est bon. Non! C'est juste parce qu'on ne peut pas nous heurter comme ça en face, dire que vous êtes des médiocres. Mais en réalité, par rapport aux atouts qui sont les nôtres, par rapport à tout ce que nous avons comme possibilité, dès que nous avons le dos tourné, se disent, mais comment ils sont ces gens? Comment se fait-il qu'eux n'arrivent pas à comprendre que finalement l'Afrique n'avance pas en grande partie à cause d'eux?
Dites-moi, Mounobaye, quand vous entendez les Congolais parler comme ça vous rassure quelque part? Vous dites qu'il peut encore y avoir de l'espoir ou vous prenez les choses autrement? Oui, ça me donne de l'espoir parce que je vois qu'il y a encore un questionnement. Ça veut dire qu'il y a une conscience quelque part. Et s'il y a un questionnement, s'il y a une conscience, ça veut dire que le désespoir n'a pas encore pris le dessus, qu'il y a encore de l'optimisme dans l'air. Et que, à travers cet optimisme, à travers ce questionnement, il y a une conscience qui ne cherche qu'à s'exprimer. Professeur Bagnakou, on fera le tour de table comme ça pour mettre un terme à ce programme. Oui, sincèrement, moi je vais même au-delà de l'optimisme. Je suis dans un réalisme qui fait que des grands ratés de l'histoire de notre pays, puisque moi j'aime toujours me référer à l'histoire, ceux qui tombent, ils tombent toujours dans un cadre de préparation de dialogue. Souvenez-vous, Kasavubu est tombé, il y avait le dialogue qui était engagé avec le Premier ministre où ils ne s'entendaient pas pour dire quel est le Premier ministre. Il doit sortir de la majorité ou de la minorité. Il est tombé, le coup d'État est arrivé. Mobutu est tombé dans le même cadre. Vous ne voulez pas dire que c'est ce qui va arriver maintenant? Bon, non, je ne veux pas dire. Il n'y a pas que la mort physique. Il y a la crise aussi qui nous emporte. Bon, Mobutu est tombé en pleine phase de négociation dans la transition avec l'opposition. Ce n'était pas surprenant que les forces de libération, qui se disent forces révolutionnaires, aient pris le pouvoir. Mais pas plus tard que ce vous a encore à l'esprit, Kabila est mort, le père, assassiné, en plein processus de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est un questionnement, comme il vient de le souligner, il faut se demander, qu'est-ce qui fait, quelle est cette limite dangereuse entre crise, dialogue et conflit ouvert. Crise, dialogue. Donc il y a quelque part une chose qu'il faut, une problématique qu'il faut résoudre. Si ce n'est pas la gouvernance, alors il faut déterminer cette gouvernance, comme il a dit. Les robots, le porteur robot, les catholiques l'ont fait avant d'aller aux élections. Ils ont établi quel doit être le président, quel doit être le Premier ministre. Mais est-ce que c'était avec la conscience collective ou bien la conscience fractionnaire d'une église qui est aussi un peu engagée dans la crise elle-même? Donc je pense ici que, posons-nous cette question. Avant d'aller au dialogue, quel est le problème fondamental? La gouvernance, puisque là-dedans on trouve gouvernance, sécurité humaine, sécurité sociale et enfin l'intégrité, le respect. Comment peut-on tuer une autre personne? Et je vous dis qu'à Mbanda, quand vous vous réveillez jusqu'au matin, on n'a tué personne. Il n'y a pas de police organisée, aussi organisée qu'à Goma. À Bandundu, vous vous réveillez, il n'y a pas une personne tuée. Et je peux aller d'exemple en exemple. C'est qu'il y a quelque part, avec toutes les crises récurrentes, il y a un manque de respect de l'homme, de l'être humain, de l'intégrité physique. Et ça, culturellement, dans nos cultures, ça n'existe pas. On ne peut pas tuer, quelle que soit la cause, pour le plaisir de tuer. Voilà. Modeste Mbonigaba, peut-être à vous qu'on donnera cette page pour que l'histoire du Congo soit écrite ici par les Congolais. De quelle manière? Oui, mais vous savez, je crois que dès le départ, ce qui tue le Congo, c'est une mauvaise conception du pouvoir d'État qu'ont ceux qui dirigent. Et donc, à partir du moment où on considère le pouvoir d'État non pas comme un service, mais comme une chance, une sinécure, à partir de là, tout est faussé. Et même tout ce qu'on dit ici à propos du dialogue, quand on y va avec cette conception-là du pouvoir, on ne peut pas en sortir avec un Congo plus grand. Parce que tout va se terminer dans les négociations du partage. Et à ce moment-là, le Congo sera le plus grand perdant. Voilà. Entre guillemets, pour 60 minutes, messieurs, mesdames, merci de nous avoir suivis pour ce dimanche. Et merci, cette fois-ci, à M. Badnoje Mounobaye, porte-parole de la MONUSCO en République démocratique du Congo, au professeur Bagnakou, et à Modeste Mbonigaba, qui ont été avec nous sur ce plateau pour faire ce programme, pour lequel nous vous disons une fois de plus merci beaucoup, à dimanche prochain et bonsoir.